Bonjour à tous nos abonnés, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Le 2 juillet 2017, la petite ville tranquille de Bloomington, dans l'Illinois, baignait dans une douce soirée d'été. La réserve naturelle de Fangs Grove, voisine, attirait de nombreux promeneurs et vacanciers, tous venus profiter de la sérénité offerte par cette forêt dense. Les couples et les jeunes arpentaient les sentiers ombragés, se perdant dans la beauté de la nature environnante. Aux alentours de 18 heures, un couple a remarqué quelque chose d'étrange dans l'herbe, non loin d'un sentier de randonnée. Au début, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un meuble abandonné ou peut-être d'un objet quelconque, en raison de sa teinte rougeâtre. Mais en s'approchant, leur confusion a rapidement cédé la place à l'horreur. Ce n'était pas un simple objet. Ce qu'ils voyaient était une personne, allongée, immobile, insensible à leurs appels et entourée d'une mare de sang. Prêt à espérer que cette vision d'effroi était un malentendu, le couple s'est encore rapproché. Ce qu'ils ont découvert était bien pire que ce qu'ils redoutaient. Le corps d'une femme, son visage blême, son cou déchiré par une profonde entaille. La scène, macabre et silencieuse, les a figés. Ils ont immédiatement alerté les services de secours et une équipe de policiers du bureau du shérif du comté de McLean a été dépêchée sur les lieux. Les policiers, face à une scène d'une brutalité inouïe, ont découvert le corps d'une femme dont la gorge avait été tranchée si profondément que le visage était méconnaissable, rendant toute identification visuelle impossible. Des coupures et des lacérations marquaient sa poitrine et son cou, des blessures infligées avec une violence glaçante. Le corps, exposé à la chaleur étouffante de l'été, montrait déjà des signes de décomposition, bien que les légistes aient estimé qu'il reposait là depuis moins d'une journée. La victime semblait être morte des suites d'une hémorragie massive causée par ses profondes entailles, le criminel n'ayant laissé aucune chance de survie. Les enquêteurs se retrouvaient dans une impasse, aucune empreinte, aucun indice flagrant ne se présentait. Tout indiquait que le meurtrier avait agi avec une précision terrifiante, emportant avec lui tout ce qui aurait pu trahir son identité. Les experts en criminologie ont minutieusement examiné les environs pour déterminer si la victime avait été tuée à cet endroit ou si son corps avait été déplacé après l'attaque. Curieusement, aucun signe de lutte n'apparaissait autour du corps, l'herbe n'était pas piétinée, et aucun objet étranger n'a été trouvé à proximité. Plus troublant encore, il n'y avait presque pas de sang autour de la victime, alors que ses blessures auraient dû laisser d'abondantes traces. Après une inspection minutieuse des environs, les enquêteurs ont découvert une zone d'herbe piétinée, mais elle ne montrait pas de signe de lutte. Cette piste suggérait que le corps avait été traîné jusqu'à cet endroit après la mort de la victime, le tueur ayant probablement voulu éloigner la scène de crime principale. L'absence totale d'effets personnels laissait supposer une possible agression liée au vol, mais la sauvagerie des blessures et la précision des coups suggéraient également un crime plus personnel, un acte de vengeance ou de rage. Seuls deux indices pouvaient guider les enquêteurs. La victime portait un collier distinctif, ainsi qu'un tatouage sur l'épaule où l'on pouvait lire Lady Leo. Ce tatouage, singulier, allait devenir leur seul point de départ dans cette enquête complexe, une mince lueur d'espoir dans l'obscurité de ce crime énigmatique. Face à de multiples obstacles, les enquêteurs savaient que chaque indice devait être exploité au maximum. Les résultats de l'analyse toxicologique, révélant des traces de substances illicites dans le corps de la victime, ont ouvert de nouvelles pistes, mais ont également compliqué l'enquête. La victime était-elle une simple consommatrice ou avait-elle des liens avec des milieux criminels, peut-être même de distribution? Il était aussi possible que ces substances avaient été administrées de force pour la rendre vulnérable. Le parking situé à l'entrée de la réserve naturelle semblait être le point d'origine probable où le corps avait été traîné dans la forêt. Relativement proche du lieu de découverte,
c'était aussi l'accès le plus pratique pour un véhicule. La police a donc élargi la zone de recherche et concentré ses efforts sur ce parking. Là, ils ont découvert des mégots de cigarettes, des traces de sang et un briquet. Bien que ces objets puissent simplement appartenir à des passants sans rapport avec l'affaire, ils représentaient pour l'instant la seule piste tangible. Les indices ont été envoyés au laboratoire et l'analyse a rapidement révélé que le sang appartenait à la victime, confirmant que le parking avait été un lieu clé dans ce crime. Les mégots de cigarettes, trouvés en nombre, ont également été collectés pour une analyse ADN. Cependant, ce processus, pouvant prendre jusqu'à 8 semaines, nécessitait un traitement rapide, car le temps jouait contre eux. La moindre trace risquait de disparaître. Ce qui déconcertait encore les enquêteurs, c'était le choix de l'agresseur de déposer le corps dans un lieu aussi fréquenté. En plein été, les sentiers de Funks Grove regorgent de promeneurs et de vacanciers. La proximité d'une clairière, souvent utilisée pour des événements et des mariages, renforçait l'aspect étrange du choix de l'emplacement. Cette audace rappelait le comportement de certains tueurs en série connus pour défier les autorités en laissant des corps à des endroits visibles, comme un sombre message. Devant cette possibilité inquiétante, la police a mis en place une stratégie pour surveiller la zone de plus près et prévenir tout autre acte similaire. Ils ont entrepris de localiser les caméras de surveillance les plus proches pour examiner les voies d'accès. Cependant, avec la route principale située à proximité, il était évident que de nombreux véhicules pouvaient avoir circulé, compliquant davantage l'identification du tueur. Voyant les limites de cette approche, les enquêteurs ont décidé d'opter pour une autre tactique. Les enquêteurs ont d'abord cherché à découvrir l'identité de la victime retrouvée dans la forêt. Malgré un examen minutieux des déclarations de disparition récentes dans la région, aucune correspondance n'a été trouvée, même en élargissant la période de recherche à 1 mois avant la découverte du corps. Ce manque d'informations les a forcés à attendre les résultats de l'autopsie et à envisager d'autres méthodes pour obtenir des indices. Le rapport d'autopsie a ensuite révélé des détails macabres. La victime avait subi de multiples blessures par arme blanche, principalement au niveau du cou et de la poitrine. Le rapport de l'autopsie a précisé que la cause de la mort était due à une combinaison d'asphyxie et d'un traumatisme crânien causé par un objet contondant. Aucune trace de violence sexuelle n'a été détectée, mais la brutalité de l'attaque suggérait une motivation profonde. Cette violence inhabituelle laissait entrevoir 2 hypothèses. Soit le meurtrier était un maniaque sadique prenant plaisir à torturer, soit il éprouvait une haine personnelle intense envers la victime, ce qui expliquerait l'extrême cruauté de l'assaut. Cette absence de pistes concrètes laissait entrevoir une enquête complexe. Les enquêteurs se retrouvaient à devoir reconstituer non seulement l'identité de la victime, mais aussi le profil d'un tueur qui semblait s'acharner avec une violence peu commune. Conscients de l'importance cruciale d'identifier la victime, les enquêteurs ont décidé de s'adresser directement au public pour gagner du temps. Le shérif a autorisé la diffusion de photos du tatouage distinctif de la femme, ainsi que de ses bijoux. Ces images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, relayées par les chaînes de télévision et les journaux locaux. L'initiative a porté ses fruits en quelques heures à peine. Un appel décisif a été reçu au bureau du shérif. Terry Gruber, l'appelant, a déclaré reconnaître le tatouage. Selon lui, la victime pourrait être Teresa Ann, une parente qui avait récemment disparu sans laisser de traces. Les enquêteurs, prêts à creuser chaque piste, ont suivi cette information et entamé une enquête approfondie sur Teresa. Après une vérification minutieuse, l'identité de la victime a été confirmée. Il s'agissait bien de Teresa Ann. Cette identification a non seulement donné un visage au crime, mais a aussi ouvert la porte à une enquête plus ciblée, car les enquêteurs pouvaient maintenant fouiller dans l'entourage proche de Teresa pour comprendre qui, dans sa vie, aurait pu nourrir une telle hostilité à son égard. Teresa a grandi dans des circonstances qui, pour le moins, n'étaient pas idéales. Née en 1969 dans la petite ville de Morton, dans l'Illinois, Teresa a connu la séparation de ses parents à seulement 11 ans. Elle et sa mère s'étaient alors installées au Texas, où sa vie a pris un tournant chaotique. Sa mère, avec ses méthodes parentales pour le moins discutables, l'a exposée à des comportements pour adultes bien avant l'âge. À 12 ans,
Teresa a goûté à l'alcool pour la première fois dans un bar, aux côtés de sa mère et d'inconnus. Peu après, elles fumaient de l'herbe ensemble, toujours sous l'impulsion de sa mère. Face à cette ambiance délétère, Teresa rêvait de liberté et d'évasion. À l'adolescence, elle s'est entichée d'un garçon et, sans réfléchir, a décidé de fuguer avec lui. Ensemble, ils ont fait du stop jusqu'en Californie, traversant des États dans une aventure à haut risque. Mais, bien vite, leur relation n'a pas tenu, et Teresa s'est retrouvée seule, perdue dans une ville étrangère, loin de toute sécurité. Son errance dans cet environnement inconnu n'a fait qu'aggraver sa situation. N'ayant d'autre choix, elle est finalement retournée vivre chez sa mère. Cette fois, elle a décidé de se construire une vie plus stable. Elle a terminé son éducation et commencé à travailler comme serveuse, mettant tout son espoir dans l'idée d'un avenir meilleur et plus autonome. Mais malgré ses efforts, les séquelles d'une jeunesse instable et des rêves contrariés semblaient la poursuivre. À 25 ans, Teresa a donné naissance à une petite fille, Christine, le 7 février 1994, suite à une relation passagère avec l'un des amis de sa mère. Déterminée à offrir une vie meilleure à sa fille, Teresa a voulu assumer pleinement son rôle de mère. Cependant, son combat a vite été compromis. Peu après la naissance de Christine, elle a été diagnostiquée avec un trouble bipolaire. Refusant l'hospitalisation et les conseils des psychiatres, elle s'est tournée vers des traitements douteux et a fini par développer une dépendance aux médicaments. Finalement, dépassée par la situation, Teresa a laissé sa fille aux soins de sa propre mère et est partie refaire sa vie en Illinois. Mais Christine n'a pas échappé à une existence chaotique. Les enquêteurs ont découvert qu'elle avait subi des abus dans sa petite enfance. Le petit ami de Teresa en a profité de sa vulnérabilité. Cela s'est produit quand elle avait à peine 2 ans, sa mère apparaissant et disparaissant de sa vie de manière intermittente. La grand-mère de Christine, elle aussi en proie à l'alcoolisme, n'était pas en mesure de lui offrir la stabilité dont elle avait besoin. Devant ces conditions déplorables, les services sociaux avaient pris la décision de retirer Christine de cet environnement et de la confier à des parents éloignés, une famille pieuse et stable, connue pour son engagement à élever de nombreux enfants, biologiques et adoptés. Cette nouvelle famille a été une véritable bouée de sauvetage pour Christine. Dans cette petite ville paisible, elle a grandi au sein d'un foyer chaleureux, entourée de l'affection de ses parents adoptifs et de nombreux frères et sœurs. Loin de l'instabilité de sa mère biologique et des troubles familiaux, elle a finalement pu connaître une enfance équilibrée et heureuse, bercée par un amour sincère et inconditionnel. Durant cette période, Teresa avait complètement coupé les ponts avec sa fille, Christine. Comme si elle avait accepté l'idée que, désormais, Christine faisait partie d'un autre chapitre, d'une autre vie, elle n'était plus un fardeau à gérer. En 2003, une rencontre avec un homme nommé Joel a marqué un tournant. Grâce à lui, Teresa avait retrouvé un semblant de stabilité. Son trouble bipolaire semblait s'apaiser et ses moments de calme devenaient plus fréquents. Peu de temps après, leur couple a accueilli un fils, Ryan. Joel, patient et attentionné, veillait autant sur Teresa que sur leur fils, même si vivre à ses côtés demandait une endurance constante. Cette période de stabilité a poussé Teresa à réfléchir profondément à sa vie. Pour la première fois, elle a véritablement tenté de combattre ses démons, de s'améliorer. Pourtant, ce chemin vers la guérison était loin d'être linéaire. Parfois, elle rechutait brutalement, sombrant dans la dépression ou devenant agressive. Elle pouvait boire, disparaître des jours entiers, laissant Joël et leur fils sans nouvelles. Mais, invariablement, elle finissait par appeler, des excuses pleines de remords dans la voix, et rentrait à la maison, déterminée à faire mieux. Ces montagnes russes émotionnelles ont duré plus de 5 ans, un cycle sans fin de réconciliation et de rechute. En 2008, usée par les allées et venues incessantes, Teresa et Joël ont finalement pris la décision de se séparer. Cette rupture a marqué la fin de cette période de calme instable, laissant Teresa une fois de plus à la croisée des chemins, face à ses propres luttes intérieures.
Cette fois, Teresa a décidé de ne pas abandonner son fils, comme elle l'avait fait avec Christine. Elle s'est promis de l'élever seule, malgré le poids persistant de ses troubles passés. Chaque jour, elle luttait pour maintenir une stabilité qu'elle espérait durable, cherchant désespérément sa place dans le monde. Sa chance a semblé tourner en 2009 lorsqu'elle a rencontré Nick Poilman. Une romance pleine de promesses a débuté et dès janvier, Teresa a emménagé chez lui. Le couple a d'abord vécu avec les parents de Nick avant de s'installer dans leur propre logement. Nick était bon avec Teresa et son fils. Leur relation était sérieuse et le 21 août 2009, ils se sont mariés. Mais, comme un spectre du passé, les troubles de Teresa ont rapidement refait surface. Elle disparaissait parfois, laissant Nick et son fils seuls. Nick, malgré son amour pour elle, s'épuisait à chaque fugue. Sa patience a fini par céder, et après un peu plus d'1 an, ils ont divorcé. Teresa se retrouvait, une fois de plus, face à elle-même et aux fantômes de ses erreurs. Christine, sa fille aînée, hantait ses pensées. Parfois, elle s'imaginait renouer avec elle, mais l'idée même d'un contact lui inspirait la peur. Elle savait que Christine ne lui pardonnerait peut-être jamais. Abandonnée dans une enfance chaotique, entourée de figures douteuses, Christine avait dû se débrouiller seule face à la cruauté de la vie. Malgré tout, Teresa rêvait d'une réconciliation, d'une chance de se racheter, mais ses peurs l'enchaînaient, l'empêchant de faire le premier pas. Le destin semblait avoir décidé que Teresa et Christine devaient se retrouver. Pendant ces années, Christine avait grandi à Bloomington, dans l'Illinois, presque totalement dans l'ignorance de sa mère biologique et de son passé. Cependant, la question de l'abandon la hantait souvent. Où était cette mère qui l'avait laissée derrière elle? Pourquoi avait-elle pris cette décision? Christine, ayant grandi dans un environnement paisible et stable, ne pouvait imaginer le chaos qui l'aurait entourée si elle avait grandi aux côtés de Teresa. À l'approche de la fin de ses études secondaires, ses parents adoptifs ont jugé bon de lui révéler la vérité sur son enfance et les abus dont elle avait été victime. La révélation a eu l'effet d'un choc dévastateur. Elle s'est sentie trahie, en colère et submergée par des pensées sombres. Christine, autrefois joviale et ouverte, s'est renfermée, multipliant les conflits avec ses parents adoptifs. La douleur l'a conduite à chercher des échappatoires destructrices, l'alcool, les drogues et des comportements rebelles. Malgré les efforts de ses parents pour la soutenir, la guider et l'aider à surmonter ce traumatisme, rien n'y faisait. À 16 ans, Christine a fini par abandonner l'école. Livrée à elle-même, elle a plongé dans un tourbillon de cigarettes, de fêtes et de fréquentations douteuses. Ses relations avec ses parents adoptifs se sont envenimées et le fossé entre eux s'est creusé. Finalement, l'événement décisif est survenu. Christine est tombée enceinte de façon inattendue. Cette grossesse l'a confrontée à un choix similaire à celui auquel Teresa avait été confrontée des années plus tôt. Pour la première fois, elle a compris, peut-être d'une manière intime, les dilemmes et les tourments de sa mère biologique. Après la naissance de sa fille, et désormais âgée de 18 ans, Christine a décidé de partir en quête de réponses. Elle voulait retrouver ses parents biologiques, mais surtout, elle cherchait à comprendre les raisons de l'abandon de sa mère. Pourquoi Teresa l'avait-elle laissée derrière? Pourquoi n'avait-elle jamais essayé de renouer avec elle? Ces questions hantaient Christine, et son désir de clarté l'a poussée à entreprendre ce voyage émotionnel. Mais l'été 2017 a basculé dans l'horreur. Teresa a été retrouvée brutalement assassinée dans la forêt d'une réserve naturelle. Ce qui rend cette histoire encore plus tragique, c'est que la famille n'avait même pas signalé la disparition de Teresa. La raison? Elle avait prévenu ses proches de son voyage à Bloomington pour enfin rencontrer sa fille, Christine. Elle avait même organisé les choses à l'avance, laissant son fils aux soins de membres de sa famille. Ses proches savaient qu'elle serait occupée, se réconciliant avec sa fille qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Ils n'ont donc pas trouvé alarmant de ne pas avoir de ses nouvelles pendant quelques jours. Au fil de l'enquête, un nom est apparu. Quelqu'un qui avait récemment fait irruption dans la vie de Teresa, Léo. Leur rencontre avait été fortuite, mais la romance avait rapidement pris de l'ampleur.
Teresa, avide de stabilité et d'amour, avait déménagé presque immédiatement chez lui, se faisant même tatouer Lady Leo en son honneur. Mais les proches de Teresa ont raconté aux enquêteurs que cette relation était tout sauf idéale. Teresa n'était pas épanouie. En quelques mois, elle avait perdu l'illusion et voulait rompre avec cet homme. Son voyage à Bloomington pour retrouver Christine était aussi une façon pour elle de s'éloigner de Léo et de trouver un nouveau départ. Naturellement, Léo est devenu le suspect numéro 1. Les crimes passionnels sont courants et les partenaires deviennent souvent les premiers à être suspectés dans de telles affaires. Cependant, en creusant davantage, les enquêteurs ont découvert des détails troublants en parlant avec les proches de Teresa. Le 4 juillet 2017, les proches de Teresa ont confié aux enquêteurs qu'elle s'était récemment disputée avec Léo au sujet du loyer. Ce conflit avait précipité leur rupture. Les policiers se sont donc tournés vers Léo, qui a immédiatement accepté de collaborer. Lors de son interrogatoire au bureau du shérif, il a décrit en détail leur relation tumultueuse, révélant que ce scandale de dernière minute n'était pas leur seul conflit. En effet, au cours des quelques mois qu'ils avaient passés ensemble, Teresa avait disparu à 5 reprises sans prévenir, restant injoignable pendant plusieurs jours. Pour ceux qui connaissaient Teresa, ces disparitions fréquentes faisaient partie de son mode de vie instable, et les paroles de Léo semblaient donc crédibles. Léo a poursuivi en expliquant que leurs disputes étaient souvent liées aux dépendances de Teresa. Elle semblait absorbée par ses habitudes destructrices, au point de négliger tout le reste. Ce portrait troublant de Teresa, confirmant une fois de plus ses luttes internes, correspondait aux informations que les enquêteurs avaient déjà en main. Après cet échange, ils ont été convaincus que Léo n'avait rien à voir avec la mort de Teresa. Au contraire, il semblait être un homme qui avait lui-même souffert de cette relation. Malgré toutes les complications, il semblait sincèrement touché par la perte de Teresa, ses émotions reflétant le souvenir d'une relation brisée, mais encore douloureuse. De plus, Léo a volontiers accepté de se soumettre aux vérifications nécessaires. Les enquêteurs ont fouillé sa voiture, examiné son téléphone portable et même soumis Léo à un test polygraphique qu'il a passé sans encombre. Tous ces résultats jouaient en sa faveur. En parallèle, Léo a fourni aux enquêteurs de nombreuses informations cruciales permettant de reconstituer les derniers jours de Teresa avant son départ pour Bloomington. Grâce à ces détails, les enquêteurs ont pu tracer les derniers pas de Teresa, espérant que cela mènerait à de nouvelles pistes pour résoudre ce meurtre mystérieux. Les policiers, après avoir suivi cette piste jusqu'au modeste hôtel de Bloomington, se sont retrouvés face à un élément central dans l'enquête. C'était le dernier endroit où Teresa avait été vue vivante. Selon les déclarations de l'administrateur et du personnel, elle y avait résidé pendant plusieurs jours, sans attirer d'attention particulière. Plus surprenant encore, il semblait que Christine, sa fille, avait également loué une chambre dans le même hôtel, ce qui confirmait que leur rencontre avait bien eu lieu. Cela aurait dû être un moment de retrouvailles familiales, mais les événements prenaient une tournure de plus en plus sinistre. Lorsqu'ils ont inspecté la chambre de Teresa, les enquêteurs ont découvert des indices révélateurs de sa forte dépendance aux substances. Des résidus et des accessoires de consommation y étaient disséminés, renforçant l'hypothèse d'un lien possible avec le monde criminel. Cela a fait surgir plusieurs scénarios. Un différend avec un dealer, un conflit lié à la distribution de substances illicites, voire une vengeance violente qui expliquerait la brutalité du meurtre. Tout portait à croire que son agresseur pouvait lui-même avoir été sous l'influence, ce qui aurait exacerbé la violence. Les soupçons se sont alors tournés vers Christine, qui, bien qu'étant la dernière personne à avoir vu sa mère vivante, n'était pas considérée comme suspecte. Pourtant, la police espérait qu'elle pourrait fournir des informations cruciales, notamment sur les fréquentations de Teresa et ses activités. Mais, contre toute attente, Christine avait mystérieusement quitté l'hôtel, laissant derrière elle une chambre désormais occupée par d'autres clients. Pire encore, elle semblait injoignable. Tous les appels de la police étaient redirigés vers la messagerie vocale et elle ne répondait pas aux messages. Face à ce silence inquiétant, les enquêteurs ont décidé de visionner les enregistrements de vidéosurveillance de l'hôtel. Les images, en effet, ont révélé quelque chose d'intriguant.
Les enquêteurs ont vérifié les 36 dernières heures d'enregistrement juste avant la disparition de Teresa. La femme décédée a été vue le 1er juillet 2017 vers 11h15 du matin, un jour avant la découverte du corps dans les mêmes vêtements. Teresa se promenait dans les couloirs de l'hôtel. Tout au long de la journée, elle est venue et est partie à plusieurs reprises avec sa fille, mais rien de suspect n'a été trouvé. Cependant, tard dans la soirée, un garçon est apparu avec eux. Il a ensuite été identifié comme Matt Isbell. Vers 2h15 du matin le 2 juillet, Teresa, Christine et Matt sont sortis de l'hôtel, mais seulement Christine et le jeune homme sont rentrés vers 4h du matin. Tout cela semblait très suspect. Il s'est avéré que Christine et Matt étaient les derniers à avoir vu la victime en vie. Ils suscitaient donc un intérêt accru de la part des enquêteurs. Cependant, pour obtenir des éclaircissements, il fallait parler à la fille de la victime, qui avait disparu. Plus tard, Christine a contacté elle-même les policiers et a convenu d'une rencontre. Le 5 juillet, elle a été invitée au bureau du shérif pour discuter. Lors de son entretien au bureau du shérif, Christine s'est montrée en deuil, mais étonnamment, elle a immédiatement dirigé les soupçons vers Léo, le dernier compagnon de Teresa. Selon Christine, Léo avait été source de souffrance constante pour sa mère. Elle a révélé que bien que leur relation mère-fille se soit récemment ravivée, elle était toujours restée orageuse. En effet, dès leur retrouvailles, des conflits avaient régulièrement éclaté. À un certain moment, Teresa aurait même avoué à Christine qu'elle ne l'aimait pas. Une dispute particulièrement violente avait même mené à l'arrestation de Teresa pour 2 jours, après que Christine a déposé plainte pour violence. Malgré cette fracture, elles avaient continué de se voir, essayant de recoller les morceaux de leur relation compliquée. Interrogée sur Matt Isbell, Christine l'a décrit comme un ancien petit ami qu'elle avait réinvité dans sa vie et qui était présent à l'hôtel la nuit où sa mère a disparu. Elle a raconté qu'ils avaient quitté l'hôtel pour emmener Teresa à Hayward, à environ 15 km de là où son corps a été découvert. Christine a déclaré que sa mère semblait étrangement secrète cette nuit-là, sans révéler pourquoi elle souhaitait se rendre dans la forêt. D'après son récit, Teresa serait simplement sortie de la voiture, leur aurait dit au revoir, puis aurait disparu dans l'obscurité de la nuit. Après cela, Christine a assuré ne plus avoir revu sa mère. Les enquêteurs, cependant, ont trouvé ce témoignage étrange et ont jugé l'ambiguïté de Christine encore plus suspecte. L'histoire de la jeune fille était assez floue, avec de nombreuses lacunes et assez peu convaincantes. En fait, elle répétait des informations déjà connues de la police. Par conséquent, les enquêteurs ne l'ont pas crue. Ils pensaient que Christine cachait quelque chose, mais n'ont pas réussi à la faire craquer. Les enquêteurs ont alors décidé de parler à Matt. Probablement, l'ami de la fille de la victime pourrait fournir plus d'informations. Au moins, il devait confirmer tout ce que Christine avait dit. Il n'a pas été possible de le contacter rapidement non plus, car le numéro laissé par la jeune fille ne fonctionnait pas. Cependant, plus tard, la police l'a retrouvé et l'a invité au poste. Matt est venu pour être interrogé et a également donné des réponses vagues, ne se souvenant pas de la plupart des détails. Il a dit qu'il vivait avec Christine et avait récemment commencé à sortir ensemble. Il a dit lorsqu'ils avaient déposé Teresa à Hayward, ils l'ont laissée dans la forêt et sont simplement rentrés chez eux. Selon le garçon, il ne sait pas ce qui était arrivé à la femme par la suite. Ce couple semblait suspect et les enquêteurs étaient convaincus que Christine et Matt en savaient beaucoup plus sur la mort de la femme, mais gardaient le silence. Les policiers ont décidé de ruser pour vérifier la réaction de Christine et ont demandé à la jeune fille l'autorisation d'inspecter la chambre d'hôtel où elle logeait. Christine s'est immédiatement mise sur les nerfs. Elle n'a pas objecté, mais a noté qu'elle n'était pas impliquée dans le meurtre de sa mère. Elle a demandé un avocat et a refusé de continuer à communiquer avec les forces de l'ordre. Mais elle ne se doutait pas qu'à ce moment-là, dans la pièce voisine pour les interrogatoires, Matt donnait également des déclarations aux enquêteurs. Le garçon a réalisé que la situation était très sérieuse. Après cela, il a changé son histoire. Matt a raconté qu'il avait emmené Teresa et Christine dans la réserve cette nuit-là, où le corps mutilé a été retrouvé plus tard. Lui-même était resté dans la voiture pendant que Christine et sa mère étaient sorties et se sont dirigés vers la forêt.
Après un certain temps, seule Christine est revenue sur le parking, mais elle a dit que sa mère était partie par un autre chemin et qu'un ami viendrait la chercher en voiture plus tard. Ensuite, ils sont partis, et le garçon n'avait aucune idée de ce qui s'était passé dans la forêt. Cette histoire semblait plus convaincante, mais elle donnait toujours l'impression que Matt cachait une partie d'informations importantes. La pression sur lui s'est intensifiée, et c'est alors qu'il a révélé que Christine avait poignardé sa mère. Cela a été un choc pour tous ceux présents lors de l'interrogatoire. Matt a raconté que la nuit du 1er au 2 juillet avait commencé de manière tout à fait innocente. Ils ont tous bu ensemble, ont discuté, se sont bien entendus, puis Teresa a commencé à raconter les histoires de ses malheurs. La femme s'est tellement ouverte qu'elle a même mentionné ses activités de prostitution à un jeune âge. Alors Christine a avoué qu'elle aussi avait un revenu similaire à côté. Sa mère a commencé à insister sur le fait que sa fille ne devrait pas faire ça, ce qui a provoqué la colère de la jeune fille. Néanmoins, la mère ne s'est pas calmée et a continué à aggraver la situation. Teresa a commencé à menacer que si sa fille ne s'arrêtait pas, elle dénoncerait Christine à la police pour avoir vendu son corps. La jeune fille était terrifiée et paniquée, car cela aurait pu lui causer des problèmes avec la loi et elle aurait pu perdre ses droits parentaux sur sa fille de 2 ans, ce qui l'a beaucoup effrayée. Finalement, le désespoir et la colère envers sa mère ont poussé Christine à bout et n'ont laissé à sa fille d'autre choix que de tuer un être cher. Peu de temps après, Christine a appelé tout le monde dans la forêt, prétendument pour acheter de l'alcool pour continuer la fête. Matt les a conduits dans la réserve. Teresa n'était pas familière avec la région, donc elle a fait confiance à sa fille. La femme est sortie de la voiture en premier, suivie de Christine, qui lui a immédiatement asséné un coup de pied à la nuque avec un pied de biche. Matt ne s'attendait pas à un tel retournement de situation de la part de la fille, mais cela n'a pas arrêté l'exécution. Le garçon n'a pas voulu s'impliquer dans les disputes familiales. Christine a appliqué une prise d'étranglement et a retenu sa mère jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Ensuite, elle a traîné le corps dans les bois et, quand elle est revenue, elle tenait un couteau ensanglanté dans ses mains. De plus, tous ses vêtements étaient tachés de sang. Le jeune homme ne pouvait pas dire avec certitude ce qui s'était passé dans les bois, car il était resté tout ce temps dans la voiture sur le parking, fumant nerveusement cigarette après cigarette. Tout cela semblait vrai, mais les enquêteurs pensaient que Matt avait également participé au meurtre. Le petit ami de la présumée criminelle a montré sur la carte l'endroit où les débris ont été jetés. Les enquêteurs ont effectivement réussi à le trouver grâce à cette information. Le 7 juillet 2017, pendant cette même période, ils ont reçu un mandat d'arrêt pour le couple. Matt a également indiqué où le couteau devrait se trouver, mais ils n'ont pas pu le trouver. Cependant, le garçon a aidé la police à obtenir des vêtements, un t-shirt et un sac à main taché de sang appartenant à Christine. Après avoir inspecté la voiture du garçon, à l'intérieur et à l'extérieur, des traces de sang ont également été trouvées sur celle-ci. Les preuves recueillies confirmaient vraiment les dires de Matt. Il semblait vraiment qu'il n'était pas impliqué dans le meurtre de la femme. Selon lui, Christine l'a fait par haine envers sa mère. La réconciliation n'a pas été facile et a seulement aggravé la situation. La jeune fille n'était pas prête à accepter la violence et le comportement de Teresa, encore moins ses menaces. Cependant, la preuve clé qui a finalement convaincu les officiers de police de la culpabilité de la fille de la victime a été son message au garçon. Elle a écrit qu'elle prévoyait de tuer sa mère. Pendant cette période, les résultats des analyses ADN des traces trouvées dans la forêt et sur le parking sont également arrivés. Les mégots découverts contenaient des traces de Matt. Le couple a été arrêté. Les déclarations du jeune homme ont été utilisées comme base pour l'accusation. Cependant, lors de l'audience préliminaire, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sans aucun accord avec l'accusation, Christine a avoué sa culpabilité. C'était un pas assez incompréhensible qui a pris tout le monde par surprise. Probablement, elle l'a fait par culpabilité pour le meurtre de sa mère. Matt était impliqué dans cette affaire en tant que complice, car il avait la possibilité d'intervenir, d'arrêter le meurtre et de sauver Teresa, mais ne l'a pas fait. De plus,
un message trouvé sur les plans de Christine pour tuer sa mère a confirmé que le garçon était au courant du meurtre planifié et a quand même emmené les femmes dans la forêt. Matt, âgé de 20 ans, a été condamné à 12 ans de prison pour complicité. Sa peine a été considérablement réduite car il a apporté une grande aide à l'enquête sur le meurtre. Mais son amoureuse attendait un sort peu enviable. Le 31 janvier 2018, elle a été reconnue coupable de meurtre au premier degré. La jeune fille a été condamnée à 40 ans de prison. À ce moment-là, Christine avait 23 ans. Compte tenu de sa peine, elle ne sortira pas de prison avant l'âge de 62 ans. À ce moment-là, sa fille aura déjà grandi et, probablement, aura sa propre famille et ses propres enfants. Ok, chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.